Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Eh bien, bonjour à tous, public endiablé et enthousiaste, puisque nous sommes, hélas, à la dernière émission, pas la dernière absolue, mais la dernière avant les grandes vacances de notre émission favorite, votre émission favorite, Parlons laïcité. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet laïcité et Luxembourg. Et pour cela, nous avons comme invité Michel Selig. Bonjour Michel. Bonjour. Voilà, alors Michel, qui a des responsabilités, je crois, à l'IUT de Metz, c'est bien ça ? Absolument, je préside le conseil de cet UIT. Voilà. Cet institut universitaire de technologie. Eh ben c'est parfait. Eh ben on va te laisser la parole pendant une petite heure, comme à l'habitude, et puis après, il y aura les questions-réponses du public. Et comme à l'accoutumée, nous avons notre caricaturiste, Jean Cry, qui, oh là là, je le vois déjà s'affairer dans ses papiers, ses dessins, nous préparer quelques caricatures. Bonjour Jean Cry. Bonjour, bonjour. Alors, prêt pour nous faire de beaux dessins ? Oui, alors c'est ça. En plus, le sujet est assez, demande de trouver un certain recul. Et oui, parce que faire de l'humour sur la laïcité de Luxembourg, c'est peut-être pas évident, mais on verra qu'est-ce qu'il sera en capacité de déployer. Donc on verra au fur et à mesure de l'émission, on lui donnera la parole tout à l'heure pendant la période débat pour voir un petit peu les dessins. Voilà. Eh bien, Michel, on te laisse la parole. Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Eh bien, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui pensaient que par cette belle fin d'après-midi, nous allions parler de la vie sexuelle de grandes personnalités publiques ou bien des supporters du club de Liverpool, eh bien, c'est raté. Nous allons parler laïcité. On va parler laïcité et laïcité au Luxembourg. Alors, le Luxembourg, je vais en parler, bien sûr, c'est un tout petit pays, mais et donc son histoire, ce qu'il en est de la façon dont les cultes, les religions cohabitent avec l'État, je vais essayer de le développer. Mais je pense que ça va être aussi surtout le prétexte, l'occasion de parler plus largement de laïcité, de comparer ce qui se passe au Luxembourg avec ce qui se passe en France, voire avec d'autres pays européens. Alors vous avez sans doute tous entendu parler du Luxembourg, ce petit État qui figure parmi les fondateurs de l'Union européenne et qui abrite plusieurs des institutions de cet ensemble. Le pays est aussi celui qui possède le produit intérieur brut par habitant le plus élevé d'Europe, du fait notamment de la présence sur son sol du siège de très nombreuses sociétés, en particulier des banques, qui bénéficient de conditions fiscales très avantageuses. C'est un petit paradis fiscal. Mais sauriez-vous tous, on ne va pas faire une interrogation, mais vous ferez tous placer sur une carte ce petit État? Peut-être. Je vois en face de moi quelqu'un qui, dans sa jeunesse, y habitait pas très loin, donc doit le savoir. Mais peut-être pas tout le monde. Connaissez-vous son histoire complexe? Situé entre la France, la Belgique et l'Allemagne, le Luxembourg est moins étendu que bien des départements français. Il est peuplé d'à peine quelques centaines de milliers de nationaux luxembourgeois, issus notamment d'Italie et du Portugal. Sans compter les délégations des 27 États de l'Union européenne, dont Luxembourg abrite plusieurs institutions importantes. La Cour de justice, partie de la Cour des comptes, etc. Il accueille aussi chaque jour plusieurs centaines de milliers de travailleurs venus de pays riverains, plus de 100 000, notamment de la Moselle et des départements français de Lorraine. Ce territoire, qui est aujourd'hui un État souverain, un État indépendant,
et n'est indépendant que depuis 155 ans. Ballotté entre le monde germanique et le monde francophone, le monde où l'on parle une langue proche de l'allemand et où l'on parle le français ou une langue proche du français, il a fait partie de ce que l'on appelait les Pays-Bas espagnols, puis autrichiens, avant de faire partie de la première République française avec les conquêtes de la Révolution française. Il forme alors l'essentiel d'un département de cette République, puis de cet empire, le département des Forêts. Et cela jusqu'à la chute de Napoléon Ier en 1815. Vous avez tous entendu parler de la bataille de Waterloo, perdue par l'empereur. Et après donc cette chute de l'Empire, du Premier Empire, le Luxembourg passe sous domination hollandaise, puis belge, puis prussienne, allemande, pour devenir indépendant en 1867. C'est la période française, courte relativement, de 1795 à 1815, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. En effet, durant cette période, toutes les lois françaises s'appliquent à Luxembourg. Et d'ailleurs aussi toute la rive gauche du Rhin. C'est-à-dire aussi la Belgique actuelle et la partie de l'Allemagne qu'on appelle la Rhénanie. Il nous faut donc rappeler quelle est la législation, quelles sont les lois qui fixent les relations entre l'État et les cultes religieux, les religions. C'est cette réglementation qui a été établie durant cette période, principalement par Napoléon Bonaparte. Nous verrons ensuite les évolutions en France et au Luxembourg, jusqu'à une date récente, en faisant un sort particulier à 3 départements français, la Moselle et les 2 départements alsaciens. Puis on examinera les importantes modifications récentes au Luxembourg, dont on comparera alors la situation à celle de ses voisins. Alors, je vais être amené à faire effectivement un peu d'histoire, un peu de droit, et je vous autorise, bien entendu, même avant les questions, si vraiment un mot que j'utilise et vous paraît totalement inconnu et qui vous empêche de comprendre, vous pouvez m'interrompre et je peux vous expliquer. C'est peut-être mieux. Avant la Révolution française, le catholicisme est une religion d'État. Tous les sujets du roi de France sont réputés catholiques. Le roi de France est d'ailleurs un roi de droit divin. C'est la volonté de Dieu qu'il dirige, qu'il règne dans ce pays. Les Français sont donc ses sujets et devraient tous pratiquer la même religion catholique. Seules quelques rares communautés juives peuvent exister dans quelques régions, l'Alsace, la Lorraine, la région d'Avignon ou le Bordelais. Les protestants ont été bannis, ont été interdits sous Louis XIV en 1685. Et il n'y a, à l'époque, pratiquement pas d'autres présences religieuses dans ce qui est, à l'époque, la France. Il n'y a pas de bouddhistes, il n'y a pratiquement pas de musulmans, sauf quelques voyageurs, quelques personnes qui accompagnent des gens, des Européens qui sont partis là-bas et qui reviennent avec quelques personnes, parfois des serviteurs, mais ça représente un nombre très très minoritaire, quelques centaines au maximum de personnes. On peut dire qu'à l'époque, la France est un territoire catholique avec quelques petites présences de juifs et encore moins, beaucoup moins, d'autres religions. L'Église catholique est quelque chose qui joue un rôle fondamental dans cette France d'avant la Révolution, ce royaume, puisque toute attaque contre l'Église, toute critique de la religion
est sévèrement réprimée. On a des exemples de gens qui ont, par exemple, ne pas avoir eu l'attitude idéale suivant l'époque devant la religion et qui l'ont payé très cher. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du chevalier de la Barre, un jeune noble de 19 ans, et qui n'a pas ôté son chapeau, c'est les nobles portaient des chapeaux à l'époque, n'a pas ôté son chapeau alors que passaient des prêtres avec une procession, comme on dit. Et donc on a considéré que c'était un blasphème. Eh bien, ce brave jeune noble de 19 ans a été exécuté. Il a été exécuté, il a été roué, et son corps a été brûlé. Donc c'est une situation où il n'y a pas de liberté de conscience, comme on dit aujourd'hui, et pas de liberté d'expression. On est obligé d'être catholique, ou alors il faut se taire. Alors, également, toute littérature qui pourrait critiquer la religion est bien sûr interdite, elle est censurée. Les livres sont interdits. Les livres en particulier de grands philosophes comme Voltaire. La Révolution de 1789 est une rupture totale avec ce système. En particulier avec l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, déclaration qui aujourd'hui figure toujours en préambule, juste avant la constitution de la République dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette déclaration des droits de l'homme affirme la liberté de conscience. Chacun peut penser ce qu'il veut, notamment en matière religieuse. Il peut croire en une doctrine, il peut en changer s'il le désire, mais aussi il peut très bien ne pas croire, il a totalement le droit d'être athée. La Déclaration des droits de l'homme consacre aussi la liberté d'expression. Il est désormais possible d'écrire, de dessiner, de publier son point de vue, y compris sur des sujets religieux, avec pour seule limite le respect de l'ordre public. Les Français, de sujets du roi, deviennent des citoyens de la nation française. Ils possèdent tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, et cela quelle que soit leur opinion religieuse. Opinion religieuse existante à l'époque ou d'autres qui apparaîtront sur le territoire français. Mais l'Église catholique n'accepte pas toutes les réformes de cette période révolutionnaire. Ah oui, elle perd d'énormes privilèges. Après l'instauration de la République française, une partie importante du clergé est favorable au retour du roi, au retour de la monarchie. Une répression violente est mise en place, c'est le régime de ce qu'on a appelé la terreur. Plusieurs centaines de prêtres, de religieux et de religieuses sont guillotinés. Une véritable guerre civile se développe, notamment dans l'ouest de la France, en Vendée. Alors Napoléon Bonaparte, je pense que celui-là, vous en avez tous entendu parler, qui est à l'époque un jeune général, talentueux, il a gagné des batailles, il est populaire, et il prend le pouvoir en 1799. D'abord comme premier consul, puis ensuite comme empereur. Alors Napoléon doit d'abord rétablir l'ordre en France. En particulier parce que presque tous les autres États européens tout autour sont des royaumes ou des empires et que la guerre extérieure menace constamment. Parce que ces royaumes, ces empires ne supportent pas que la France ait adopté un autre régime, celui de la République. Donc, pour lui permettre d'être prêt à toutes les guerres avec l'extérieur, Napoléon estime qu'il faut faire la paix à l'intérieur. Et donc il fait la paix avec l'Église catholique
Et c'est en 1801 la signature d'un traité entre la France et le Vatican qui est le siège du pape, qui est donc le chef de l'Église catholique. Et ce document, ce traité de paix, s'appelle le Concordat, dans lequel on retrouve le mot concorde. Ce court texte de 17 articles ne fait qu'énoncer quelques principes. L'État reconnaît la religion catholique comme celle de la majorité des Français, ce qui était le cas. Mais en échange, l'Église reconnaît le gouvernement français comme légitime. On efface donc les conflits qui étaient nés durant la période révolutionnaire. Deuxièmement, une forme de contrat est conclue. L'État finance le clergé, mais contrôle l'action de l'Église. Et celle-ci s'engage à soutenir l'État. Alors, je n'entrerai pas dans les détails des textes, puisque les détails de l'exécution de ces principes du Concordat est précisé dans d'autres textes, ces textes complémentaires qu'on appelle les articles organiques, que je ne vais pas commenter. J'évoquerai seulement un document que nous retrouverons au Grand-Duché de Luxembourg. Un décret, donc un décret, c'est une décision gouvernementale, sur les fabriques des églises. Texte de 1809. Ce texte prévoit la création dans chaque paroisse catholique d'un établissement public, la fabrique, qui est chargé d'administrer tous les aspects matériels et juridiques de la paroisse. Entretenir l'église, faire le nettoyage, le chauffage, les réparations, l'embellissement, des tas d'autres choses qui concernent la gestion pratique du lieu de culte, des églises paroissiales. Le maire de la commune est obligatoirement membre du conseil de fabrique et la commune doit obligatoirement participer à son budget si les autres recettes de la fabrique sont insuffisantes. Alors, il faut signaler que des dispositions un peu équivalentes à celles de l'Église catholique sont adaptées aussi pour les églises protestantes. À l'époque, il y avait 2 églises protestantes, les luthériens et les calvinistes, et aussi pour le culte juif. L'ensemble de ces dispositions, qui régissent ainsi les rapports entre l'État français et les cultes que l'on dit désormais reconnus, catholiques, protestants et juifs, ces dispositions vont rester en vigueur en France pendant environ un siècle. Nous le verrons, depuis de Napoléon jusqu'à 1905. Et cela, quelle que soit la forme du gouvernement, république, monarchie ou empire. Alors je résume à nouveau ces dispositions parce que c'est important. Les membres du clergé sont salariés, sont payés par l'État. Membres du clergé, c'est-à-dire curés, pasteurs, rabbins. Les bâtiments du culte, les églises, les temples, sont pour l'essentiel propriété des communes qui participent à leur entretien. Enfin, il y a un aspect dont je n'ai pas encore parlé, un enseignement religieux est délivré dans les écoles publiques. Voilà donc, résumé, la situation en 1815, à la chute de l'Empire de Napoléon Ier, après la fameuse bataille défaite de Waterloo. Cette situation est celle de tous les territoires de l'Empire à ce moment-là, donc aussi de ce qui constitue aujourd'hui le Grand-Duché de Luxembourg. Or, ces lois et règlements en vigueur en 1815, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, vont continuer à être appliqués par les autorités luxembourgeoises jusqu'en 2013. Même lorsqu'elles étaient sous domination de la Hollande, de la Belgique, de la Prusse, ou après indépendante, le Luxembourg a continué à appliquer les lois de Napoléon Bonaparte en matière de religion.
Les curés des paroisses étaient payés par l'État luxembourgeois, les bâtiments financés par les communes et un enseignement religieux dispensé dans les écoles publiques. On notera, je fais une petite parenthèse, que c'est toujours la même situation que l'on trouve dans 3 départements français. Les 2 départements d'Alsace et le département de la Moselle. Ce dernier, le département de la Moselle, étant d'ailleurs limitrophe, il touche le Luxembourg. En effet, vous le savez sans doute, la loi du 9 décembre 1905, loi dite de séparation des églises et de l'État, a supprimé le concordat et tous les textes dont j'ai parlé pour la France. Donc en France, depuis 1905, tout ce dont je vous ai parlé n'existe plus. Mais de 1871 à 1918, après une guerre perdue de la France contre la Prusse, la Moselle et l'Alsace sont devenus, pour une 50aine d'années, allemands. Et les Allemands ont laissé en place les lois religieuses de Napoléon. Et lorsque les départements, la Moselle et l'Alsace, sont redevenus françaises après la guerre de 14-18, donc en 1918-1919, eh bien la France, là aussi, a accepté de maintenir ces lois en vigueur de manière provisoire, un provisoire qui dure depuis un siècle. Alors, le Grand-Duché de Luxembourg a connu donc une très longue période d'application de lois françaises en matière de relations entre les religions et l'État. Et je reviens donc au Luxembourg, où beaucoup de choses vont changer à partir de 2013. Il y a donc moins de 10 ans. Le pays, le Grand-Duché, est toujours un pays à majorité catholique, du moins pour les gens qui pratiquent réellement la religion. La situation n'est pas très différente de celle de la France dans ce domaine. Il continuait d'appliquer les textes français en 2013. Mais il connaît, depuis pas mal de temps, une évolution de la société. Sa situation au cœur des institutions européennes, la présence de plus en plus importante de communautés ou de groupes de personnes d'origine et de religions très différentes. L'exemple des pays à majorité protestante du nord de l'Europe. Tout cela a conduit le Luxembourg à adopter, bien avant la France, des mesures de libération des mœurs. Ce qu'on appelle la sécularisation de la société, c'est-à-dire l'abandon de règles religieuses qui encadrent la vie de tout le monde. Eh bien, cet abandon des interdits d'origine religieuse se manifeste, par exemple, par l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse, de l'avortement, le droit de choisir sa mort en cas de maladie, le mariage pour tous, et même, très récemment, ça n'a pas de rapport direct, mais pour montrer l'évolution de la société, l'autorisation de l'usage récréatif du cannabis. Cette évolution de la société est un peu en décalage jusqu'en 2013 avec la situation politique du Grand-Duché. En effet, depuis très longtemps, tous les gouvernements luxembourgeois avaient été dominés par le parti chrétien-démocrate, toujours attaché aux lois sur le régime des cultes, donc l'application du concordat hérité de la période française. Et cela bien que le Luxembourg n'ait jamais lui-même conclu un tel accord avec le Vatican. En 2013, il y a un véritable bouleversement politique. Une nouvelle majorité arrive au pouvoir. Si vous vous intéressez à la vie politique de nos partenaires européens, vous avez dû apprendre que l'an dernier, en 2021, il y a eu la constitution en Allemagne
d'une coalition dite Feu tricolore, puisqu'elle rassemble les sociaux-démocrates, qui sont représentés par le rouge, le Parti libéral par le jaune, et les écologistes par le vert. Rouge, jaune, vert. Feu tricolore. Eh bien, au Luxembourg, une telle coalition est en place depuis 2014. On n'en a pas parlé en France, parce que le Luxembourg, c'est tout petit. Avec des partis comparables, mais des couleurs un peu différentes. Il y a le bleu du Parti démocrate libéral, le rouge du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois et le vert des écolos. Si vous voulez, je fais une petite parenthèse. On a au Luxembourg, comme en Allemagne d'ailleurs, une coalition au pouvoir qui rassemblerait l'équivalent de ce que l'on a le parti d'Emmanuel Macron, le Parti socialiste et les Verts. Une coalition qui gouverne ensemble en acceptant un programme de gouvernement. Avec à droite les chrétiens démocrates, plus à droite, et quelques mouvements d'extrême droite aussi, et à gauche, des mouvements plus à gauche, qui représentent donc la totalité de l'éventail politique. Cette situation luxembourgeoise et allemande étonne toujours quand on en parle en France, où l'on a l'habitude d'avoir des positions plus tranchées. Mais c'est comme ça. Eh bien, au Luxembourg, ces trois partis constituent donc une coalition, mais contrairement à l'Allemagne où c'est le socialiste Schöll qui est chancelier, au Luxembourg, c'est un libéral, Xavier Bettel, qui est Premier ministre depuis 2013. Cette coalition avait un programme très précis. Elle ne s'est pas constituée après les élections. Elle avait un programme avant les élections, et ce programme est là pour l'essentiel appliqué. Et notamment pour la question qui nous intéresse, nous, ici aujourd'hui, celle de la relation entre les religions et l'État. Alors je cite une partie de ce programme. Les réalités sociétales exigent une remise en cause des relations actuelles entre l'État et les cultes. Les partis de la coalition gouvernementale affirment le principe du respect de la liberté de pensée, de la neutralité de l'État à l'égard de toutes les confessions religieuses, ainsi que de l'autodétermination des citoyens. Le gouvernement dénoncera les conventions existantes pour entamer des négociations avec les cultes, lancer une discussion sur leur financement et redéfinir les relations entre les communes et les cultes. La législation relative aux fabriques d'églises sera remplacée par une réglementation qui garantira la transparence au niveau du patrimoine et des ressources des églises. Le projet modifie également radicalement les programmes de l'enseignement public. Il sera introduit un cours unique, neutre et harmonisé d'éducation aux valeurs pour tous les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, lequel remplacera les cours actuels de formation, éducation morale et sociale et instruction religieuse et morale dans l'enseignement fondamental et secondaire. Et il s'agira également de laïciser les manifestations publiques, puisque dès 2014, les célébrations officielles de l'État pour la fête nationale ne seront plus célébrées dans le cadre d'une messe, mais par un acte central à caractère civil. Donc, on peut parler de véritables projets de laïcisation de l'État. Toute une série de mesures sont également prévues pour accélérer la sécularisation de la société sur la famille, le mariage, le droit des minorités sexuelles, le choix de la fin de vie, etc. Alors l'essentiel de ce programme est effectivement mis en œuvre. Le gouvernement renonce à le faire adopter par référendum, mais obtient l'accord de l'Église catholique. L'archevêque de Luxembourg accepte en effet de signer en janvier 2015 une convention qui lie l'État luxembourgeois et les principales communautés religieuses. Alors je les cite, ces communautés.
c'est l'Église catholique, la communauté israélite, l'Église protestante, la communauté musulmane, l'Église anglicane et l'Église orthodoxe. Oui, il y a pas mal d'orthodoxes, d'anglicans également à Luxembourg, du fait notamment de la présence de toutes les institutions européennes et de leurs familles, et des familles, des gens qui travaillent pour ces institutions européennes. Alors cette convention définit les droits et devoirs de ces communautés qui peuvent exercer leur culte librement et publiquement, dans le cadre des droits et libertés constitutionnelles et dans le respect de l'ordre public, des droits de l'homme et de l'égalité de traitement. Elle s'engage à écarter de l'organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ses principes et des lois. Elle décide librement de leur organisation territoriale et personnelle, mais avant la désignation d'un nouveau chef de culte par une communauté religieuse, celle-ci soumet son choix à l'approbation du gouvernement. Il y a donc un certain contrôle de l'État, y compris financier, sur les cultes, qui s'engage à ne pas remettre en cause les lois et les règlements, et à fournir leur budget et leur compte de résultats chaque année au gouvernement. Alors, c'est un peu, d'une certaine façon, une forme de concordat, si l'on peut dire, entre l'État luxembourgeois et différents cultes, alors que le concordat français était un concordat entre la République et l'Église catholique. Et effectivement, on trouve un certain nombre de similitudes. Le contrôle, en particulier, de l'État sur le respect de l'ordre public par les cultes. Et puis, il y a l'aspect financier, avec là des profondes modifications par rapport à la situation antérieure. Les ministres des cultes, comme on dit, c'est-à-dire les curés, les pasteurs, les rabbins, voire les imams, qui étaient salariés par l'État, leur restent jusqu'à leur départ à la retraite, au plus tard à 65 ans. Parce que Luxembourg, on part en retraite à 65 ans. Puis percevront une pension. Personne ne sera mis à la rue. Mais tous les nouveaux prêtres, tous les nouveaux ministres des cultes, pasteurs, rabbins ou toute autre dénomination, ne percevront plus de salaire public, n'auront plus une fiche de paye de l'État. D'autre part, pour le culte catholique, et là je cite le texte de l'accord, il sera créé un fonds de gestion des édifices religieux, donc des bâtiments d'église et leurs annexes, un fonds de gestion qui reprendra les charges et les fonctions actuellement assumées par les fabriques des églises. Le fonds reprendra notamment les fonctions de fournir aux frais nécessaires du culte, de pourvoir à la décoration, aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église et de veiller à la conservation et à l'entretien des édifices. Le fonds sera géré par un conseil d'administration dont les membres seront nommés par l'archevêque. Le fonds sera seul responsable de la gestion des édifices qui lui seront confiés, ainsi que de l'administration de l'intégralité du patrimoine qui lui sera transmis pour assurer ses obligations. Un cofinancement de ces activités par le secteur communal sera exclu. Les communes n'auront plus le droit de financer les paroisses. Je résume, jusqu'en 2013, les curés, je prends l'exemple uniquement de l'Église catholique, c'est plus simple, les curés touchaient un salaire tous les mois. C'est fini. Ceux qui sont en place continuent, on ne les met pas à la rue. Les nouveaux, plus rien. D'autre part, les églises, et puis aussi le logement du prêtre à côté, qu'on appelle le presbytère, ou bien d'autres locaux annexes de réunion ou d'autres qui appartenaient à la paroisse, qui étaient liés à la paroisse, étaient jusqu'à présent propriété de la commune. Et la commune devait payer l'entretien.
eh bien, tous ces bâtiments de l'ensemble du territoire du Luxembourg sont donnés à une structure qu'on appelle une fondation. Et cette fondation doit se débrouiller pour financer l'entretien de ces bâtiments. Et les communes ne participent plus à ce financement. Donc, vous l'avez compris, ce texte supprime de fait les textes datant de Napoléon, le Concordat et le décret sur les fabriques. Et au Luxembourg, une loi en février 2016 prendra acte de ces modifications qui entrent donc dans la réalité de l'application. La Convention fixe aussi le statut des diverses communautés. Il est intéressant de noter par exemple la partie, j'ai pris celle-là comme ça, la partie qui concerne le culte musulman. L'Assemblée de la communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, dénommée la Choura, représente les communautés musulmanes établies sur le territoire du Grand-Duché. La Choura fonctionne suivant les règles établies dans son statut. Et donc au Luxembourg, apparemment, cette Choura a réussi à rassembler, pour gérer un certain nombre de choses, diverses communautés musulmanes, aussi bien des sunnites que des chiites, des gens venus de différents pays et qui n'avaient pas obligatoirement la même culture juridique ou la même façon de pratiquer le culte, les uns ou les autres. Donc, il faut bien sûr aujourd'hui que je commente ces diverses décisions. Pour le culte principal, le culte catholique, 2 mesures publiques, notamment la fin du salariat des prêtres, je l'ai dit, et la fin de la gestion publique, notamment par les communes des bâtiments. Il s'agit donc d'une rupture essentielle. On entre dans un monde nouveau. Mais le régime mis en place en 2013 jusqu'en 2018 avec les différentes lois et décrets qui doivent compléter tout cela, ce régime en place n'est pas le régime de séparation qui existe pour la plus grande partie du territoire français. Où l'article 2 de la loi de 1905 dispose que, je cite la loi, la République française ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Donc pour la République française, elle sait qu'il existe des cultes, elle sait qu'il existe des gens qui pratiquent telle ou telle religion. Mais elle ne reconnaît aucun en particulier. Ils sont tous existants sur le territoire français, ils ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs en matière de respect de l'ordre public. Et la République française ne salarie, ne paye aucun ministre du culte, aucun prêtre, aucun imam ou pasteur pour effectuer le culte. Avec, petite parenthèse quand même, une exception. Une exception en France, puisque l'article 1er de la loi de 1905 dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Or, il y a en France des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Chez eux étant une formule un peu spéciale. Ce sont les gens qui sont dans les prisons, les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui sont, par exemple, dans des internats de lycées ou d'autres structures fermées. Eh bien, la loi de 1905 a prévu que malgré le fait que la République ne salarie, ne subventionne aucun culte, eh bien, pour ces gens qui sont dans des locaux fermés et qui ne peuvent pas aller sortir pour aller à l'église, au temple, ou à la synagogue ou à la mosquée, ben, ces gens-là peuvent bénéficier d'aumôniers et qui sont payés par l'État, qui sont payés par la République. Mais c'est un cas très particulier. Le Grand-Duché, donc, fait comme la France, il ne paye plus directement
les ministres des cultes. Mais il reconnaît 6 cultes en particulier, qui disposent d'une existence légale et donc d'un financement global. C'est 6 cultes que j'ai énumérés tout à l'heure. Catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, orthodoxes et qu'est-ce que je vais dire, et anglicans. En fonction d'une estimation du nombre de fidèles, du nombre de pratiquants, ces cultes bénéficient alors au Luxembourg d'une subvention globale annuelle et qui est fonction de l'importance estimée du nombre de fidèles. Importance qui a été négociée entre l'État et ses cultes. Alors l'Église catholique est la plus importante et elle perçoit une somme non négligeable de 6,7 millions d'euros. Il y a 450 000 euros pour les protestants, 450 000 euros pour les musulmans, 315 000 euros pour les juifs, 285 000 pour les orthodoxes, 125 000 pour les anglicans. Ce sont des sommes qui peuvent paraître non négligeables, mais même la somme de 6,5 millions, d'un peu plus de 6,5 millions pour le culte catholique, pour un pays comme le Luxembourg qui a un peu moins d'1 million d'habitants, il faut savoir que, par exemple, pour l'Alsace et la Moselle, où les prêtres et les pasteurs et les rabbins sont payés par l'État, ça représente chaque année pas loin de 60 millions d'euros. Donc la somme peut sembler importante, elle est quand même, il faut la relativiser, d'autant plus qu'il s'agit d'une baisse considérable du budget des cultes, puisque les catholiques, la dépense pour l'Église catholique avant 2013 était de 23 millions d'euros. Donc de 23 millions d'euros, d'un seul coup, elle passe à 6,5 millions. Donc pas de rupture, pas de séparation à la française, mais malgré tout une évolution importante. Il me faut ajouter que le projet relatif à l'enseignement est également mis en place et des lois de 2016 et 2017 établissent dans le primaire et le secondaire un cours qui sera nommé « Vie et société » et qui remplace le cours d'instruction religieuse et morale. Alors toutes ces réformes sont évidemment en partie contestées par certains, notamment ceux qui perdent des privilèges. Et les paroisses catholiques notamment, les curés, mais aussi les fidèles de ces paroisses, sont très mécontentes contre leur archevêque qui a signé cet accord et qui leur fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Il va falloir qu'eux-mêmes, avec leurs ressources, en plus des 6,5 millions versés par l'État, qui sont insuffisants pour assurer l'ensemble de l'entretien de tous les bâtiments religieux du Grand-Duché, il va falloir qu'ils mettent la main à la poche. Il va falloir qu'ils payent ce qu'on appelle le denier du culte et que les fidèles payent, participent largement au financement du culte, ce qui était beaucoup moins important auparavant. Alors le parti, je reviens un moment à l'aspect politique, ces mesures ont donc été adoptées par une coalition, un groupement de partis qui a pris le pouvoir en 2013 et a été écarté donc en 2013 le parti chrétien-démocrate qui était jusque-là dominant. Et ce parti chrétien-démocrate n'est bien sûr pas d'accord avec ce qui se passe. Et il fait campagne en 2018 pour faire abandonner une partie au moins de ces mesures. Et beaucoup de gens, y compris certains sondages, laissaient entendre que ce parti chrétien-démocrate pourrait revenir au pouvoir en 2018 et donc revenir sur ces mesures de transformation. Eh bien, ça n'a pas été le cas. La coalition bleue, rouge, verte, comme on dit, la coalition a été réélue
pour 5 ans. Il y aura de nouvelles élections l'an prochain. Et donc, les nouvelles lois, les nouveaux dispositifs ont été validés par le peuple luxembourgeois. Et l'on peut penser qu'après 2 mandats, après presque 10 ans d'exercice, il semble difficile que l'on revienne en arrière à la situation d'avant 2013. Bien sûr, je ne suis pas devin et je ne peux pas prédire l'avenir exactement. Alors, je pourrais, là, à ce moment, je vois que je n'ai pas tout à fait utilisé l'heure qui m'est accordée, je pourrais, là, assister, disons, comparer ce système luxembourgeois avec les voisins. Alors, je vais peut-être commencer au moins cela, mais vous me poserez peut-être aussi des questions là-dessus. Alors, le système dont le Luxembourg se rapproche le plus est le système belge. Le système belge, où, là aussi, le gouvernement belge finance les différentes communautés religieuses par une dotation, une subvention annuelle. Alors la particularité de la Belgique, c'est que le gouvernement ne finance pas uniquement les associations religieuses, il finance tous les mouvements de pensée, c'est-à-dire aussi les associations laïques qui se réclament d'une société laïque, au même titre et suivant des modalités à peu près comparables. Donc le système belge est proche du système luxembourgeois, mais un peu différent aussi. En Allemagne, nous avons un système où d'abord les relations entre les églises et l'État sont gérées non pas au niveau fédéral, au niveau de Berlin, elles sont gérées dans chaque Land. Vous savez que l'Allemagne est un État fédéral qui est divisé en un certain nombre de Länder, un Land, des Länder, pour parler l'allemand. Et chaque Land possède un petit parlement, un gouvernement, et qui dispose de pouvoirs exclusifs sur un certain nombre de sujets, dont celui-là, dont l'enseignement et dont les cultes. Et donc, suivant le Land où l'on se trouve, la situation n'est pas exactement la même. Dans certains Länder, on n'aura représenté que les catholiques et les protestants. Dans d'autres, on a fait une place aux musulmans, etc., etc. Donc la situation est très différente en Sarre, de la Bavière, de la région de Berlin ou de Francfort. Et je ne connais même pas, je pourrais même pas vous dire exactement la situation de chaque Land. J'ai pas vraiment travaillé sur la question. Ce qui est de particulier en Allemagne, c'est que la place de la religion y est très importante et que cela entraîne notamment le fait que le financement des cultes, le financement de la vie religieuse est effectué par le citoyen, par l'intermédiaire de ses impôts. Quand on est en Allemagne et qu'on paye son impôt sur le revenu, eh bien, il y a en gros 7 à 8% qui vont à un culte. Et donc, dans votre déclaration de revenus, puisque ça c'est comme chez nous, eh bien, il faut dire pour qui on paye. Est-ce que je paye pour les catholiques ? Est-ce que je paye pour les protestants ? Est-ce que je paye pour les musulmans, là où c'est autorisé ? Ou est-ce que je paye pour les juifs, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle en Allemagne le Kirchengeld, l'argent d'église, et qui est donc un impôt obligatoire, à moins de se déclarer sans religion. Là, on en est dispensé. Avec un petit ennui, c'est que l'Église catholique en Allemagne est très puissante dans un certain nombre de régions. Et que c'est elle qui possède et administre la plus grande partie des hôpitaux, par exemple. Une grande partie de services qui, en France, sont des services publics, sont des services privés, et administrés notamment par l'Église catholique. Et que dans certains endroits, l'Église catholique
demande si les gens sont bien en règle avec l'impôt d'église. D'autre part, la chose avait fait un petit scandale. Quand vous habitez en Allemagne, que vous vivez et travaillez en Allemagne, même si vous n'êtes pas allemand, vous payez l'impôt sur les salaires que vous percevez en Allemagne. Et c'est le cas notamment de Français, d'expatriés, qui sont en Allemagne, travaillant dans différents domaines. Et beaucoup de ces Français, qui trouvaient que quand même 7% pour une religion que je ne pratique plus, parce que j'ai été baptisé un jour, mais franchement ça ne m'intéresse plus, 7% de mon salaire, c'est quand même pas rien. Donc je me déclare sans religion. Eh bien ces braves évêques allemands, qui ne sont pas fous, ont eu accès par l'État de la liste des gens qui se déclarent sans religion. Et ils ont regardé les Français et qui venaient de telle ou telle région. Ils ont réussi à savoir que ces gens étaient originaires de Paris, d'Évry, de Brest ou de Toulouse. Et ils ont interrogé l'évêque de la région là-bas en disant « Dites, monsieur Dupont, qui est chez nous, là en Allemagne, il n'a pas été baptisé un jour ?» « Ah ben si, il a été baptisé. Il faut qu'il paye. » Donc il y a eu beaucoup de cas où des Français expatriés en Allemagne ont dû demander à se faire rayer du registre de baptême de l'église où ils avaient été baptisés bien avant pour ne pas payer cet impôt. Je donne cette petite anecdote que je trouve plaisante d'un certain point de vue. Donc on a donc bien en Europe, et y compris dans les pays proches, je pourrais parler de l'Italie ou de l'Espagne, mais je connais mieux ceux qui sont proches de chez moi. On a donc des situations qui sont très différentes les unes des autres. La France est le seul pays d'Europe à avoir une véritable séparation entre les églises et l'État. Et où, théoriquement du moins, l'État ne reconnaît aucune religion en particulier et théoriquement ne les paye pas. Après, il y a eu, on en parlera peut-être, il y a eu des aménagements, des choses qui ont été faites. On évoquera peut-être ça dans le cadre de la discussion. En Belgique, l'État paye toutes les familles de pensée, qu'elles soient religieuses ou laïques. Au Luxembourg, on se rapproche de cela, mais avec un subventionnement de, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés, là, 6 ou 7 communautés religieuses, et de manière relativement modeste. Et en rupture avec tout ce qui se passait il y a encore 10 ans. Et en Allemagne, où on a un système quand même totalement différent, avec une place de l'Église, notamment catholique, dans certaines régions c'est l'Église protestante, dans le nord de l'Allemagne en particulier, mais une place de l'Église catholique très forte, y compris dans les services dits publics, et avec une obligation de financement directement par l'impôt de chacun. Donc voilà, pour avoir fait un peu le tour des gens qui sont des pays qui sont autour du Luxembourg, pour faire cette petite comparaison. J'ai terminé cette petite comparaison, ce qui me permet d'avoir bouclé cette heure qui m'a été accordée. Je vous remercie pour votre attention. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup Michel pour ces premiers mots extraordinaires. On va passer bien sûr au débat, mais on va demander quand même à notre Jean Cry international, voir où il en est. Est-ce que ça progresse ? Oui, alors effectivement, le sujet n'est pas forcément très simple sur le Luxembourg pour arriver à faire des vannes, si je puis dire. Donc je me suis posé la question que Luxembourg a un nouvel accord avec les 6 religions, si j'ai bien noté. Et donc j'ai dessiné un punk, j'aime bien les punks, qui dit « Et ma religion, elle n'est pas reconnue, moi c'est Cronenbourg ». Au Luxembourg, c'est Die Kirche, la bière. Ça n'arrive pas. Ou la mousse de le billard, la bière de la Moselle. D'accord, merci. Bon, on va la faire passer et puis, c'est pour le public et puis on va pouvoir continuer dans les questions. Donc, qui veut poser des questions ? Voilà, donc en qualité de Mosellane, évidemment, je me sens concernée. Et j'ai un coup de cœur, en fait, pour les deux pays. Donc,
Donc, comme en qualité de Mosellane, je suis plus proche de Luxembourg que de Metz. Voilà, puisque la première ville luxembourgeoise, c'est Esch-sur-Alzette. J'ai donc travaillé et vécu quelques années au Luxembourg. Et moi, je suis un peu troublée quand même, quelque part, voilà. Bon, je sais que la religion, on va dire que la religion d'État, c'était le catholicisme. Le Luxembourg donc a fait partie des pays fondateurs de l'Europe par le traité de Rome en 1957. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce pays. Et moi je suis en train de me poser des questions justement par rapport à l'évolution depuis 1913. Si je me souviens bien, le français est la langue officielle au Luxembourg. Oui, alors je peux répondre sur cette question-là. Moi, je vis pas très loin du Luxembourg non plus. Moi, j'ai longtemps habité, pour ceux qui connaissent, Thionville. Mais Thionville, on est à 20 km du Luxembourg. Là, j'habite à Metz, j'en suis allé à 40, à la louche, comme on dit. J'ai beaucoup d'amis luxembourgeois. Je n'ai aucun grief contre ce pays, bien entendu. Et je dirais que, qu'on le veuille ou non, j'ai beaucoup de membres de ma famille, mes amis, qui, sans le Luxembourg, n'auraient pas de travail aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas loin de 100 000 personnes qui viennent de Lorraine pour aller travailler au Luxembourg tous les jours. Pas mal de Belges, pas mal d'Allemands aussi d'ailleurs. Alors, en ce qui concerne l'aspect culturel luxembourgeois, le Luxembourg a en fait 3 langues officielles. 3 langues officielles que sont le français, l'allemand et le luxembourgeois. Le luxembourgeois est une langue germanique, une langue, disons, de la même famille que l'allemand, mais qui est quand même assez différente. C'est une langue que les spécialistes disent que c'est un francique. Voilà. Puisque une des 2 grandes familles des langues allemandes, c'est les Souabes et les franciques. Lui, c'est un francique. Et c'est un langage que même les Allemands ont parfois du mal à comprendre, parce que c'est assez différent. Je ne pense pas que beaucoup de gens ici parlent allemand dans la salle, donc je ne vais pas donner un exemple. Si. Bon, je ne sais pas moi, viens-tu avec moi ? En allemand, on dirait « kommst du mit mir ». En luxembourgeois, on dit « gehst du mit ». Le jambon, c'est pas... en allemand, c'est « schinken », le jambon de porc. En luxembourgeois, c'est « ham », comme en anglais. Donc c'est une langue qui est germanique, mais qui n'est pas tout à fait de l'allemand, loin de là. Et depuis un certain nombre d'années, l'État luxembourgeois fait beaucoup d'efforts pour mettre en valeur le luxembourgeois, pour l'apprentissage du luxembourgeois par tous les luxembourgeois. Et une grande partie des luxembourgeois aujourd'hui s'efforcent de parler luxembourgeois et non plus français ou allemand. Si bien d'ailleurs qu'il y a encore peu, quand on arrivait de Moselle pour aller travailler au Luxembourg, comme on avait besoin de vous, on vous acceptait, même si vous ne disiez pas un seul mot de luxembourgeois. À la limite, vous parliez anglais pour aller travailler dans une banque, ça suffisait. Mais aujourd'hui, on a quand même une certaine préférence pour les gens qui font l'effort de se mettre au luxembourgeois. Et pas uniquement pour dire bonjour le matin en disant morgen. Ça, je ne sais pas si cette digression linguistique va passionner les auditeurs de la radio, mais bon. Merci Michel, c'est passionnant. Moi, j'ai vraiment découvert plein de choses. On avait eu une émission de radio avec Nadia Gertz il y a quelques temps, donc on avait pu avoir effectivement cette comparaison avec la Belgique. Et alors là, la situation quand même assez extraordinaire, j'ai envie de dire, au Luxembourg, c'est qu'un archevêque a signé un accord. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Quelle mouche l'a piqué, peuvent dire les Luxembourgeois. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi cet évêque a signé cet accord. Qu'est-ce qui a
pu motiver sa décision? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça à ce moment-là dans la presse, dans les déclarations? Est-ce qu'il y a eu une collision politique ou est-ce qu'il y a eu quelques avantages? J'en sais rien, mais je me questionne. C'est sûr que ça va dans le bon sens, hein, on va pas se mentir, mais je me questionne quelle a été dans la logique de cet archevêque pour signer un tel accord. Bon, d'abord, je suis pas dans la tête de l'archevêque, hein, et c'est pas non plus un ami, je suis pas allé discuter avec lui, hein, donc je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la question? Peut-être plusieurs choses. D'abord que, dans un certain nombre de cas, certains responsables de l'Église catholique sont finalement plus attentifs à l'évolution des choses et de la société que certains de leurs fidèles. Je prends un exemple qui est tout à fait à l'autre bout du monde, mais français, c'est la Guyane. Je ne vais pas raconter ce qui se passe en Guyane, où il n'y a pas le concordat, il n'y a pas d'autres choses, mais il y a d'autres dispositions qui font que depuis, là aussi, pratiquement 2 siècles, eh bien, l'Église catholique est payée par le département de la Guyane, qui est aujourd'hui la collectivité de Guyane. Et donc les prêtres sont payés, les prêtres catholiques sont théoriquement payés. Eh bien, il y a maintenant 6 ou 7 ans, si mes souvenirs sont bons, le président du département, qui en avait assez de faire un chèque tous les mois, a demandé à ce que, finalement, ça s'arrête cela et que ça ne s'arrête. Et un tribunal administratif, le tribunal français, a donné raison à l'Église en disant non, c'est dans les textes, il faut que tu payes. Mais l'évêque de Cayenne, qui depuis d'ailleurs a pris sa retraite, a été remplacé par quelqu'un d'autre, mais l'évêque de Cayenne à l'époque, très raisonnablement, a dit c'est normal, c'est dans l'air du temps. On ne peut pas demander à tout le monde de payer pour nous. Et donc c'est aux fidèles de faire un effort. Et je demande aux fidèles de faire un effort, et ça serait bien que, effectivement, j'accepterais que ça soit supprimé. En revanche, les prêtres de base, un certain nombre de fidèles organisés localement n'étaient pas d'accord. Et ça a donc influencé les opinions, les aspects politiques sur le territoire guyanais. Des gens pour, des gens contre, etc. Si bien que l'État, le gouvernement et le Parlement français n'a pas voulu trancher, et la situation est toujours la même. Seulement, comme l'évêque avait accepté le principe, eh bien le département ne paye plus, puisqu'on ne lui réclame plus l'argent. Mais c'est uniquement donc vu la position de l'évêque. Alors, au Luxembourg, est-ce que c'est le même état d'esprit qui a inspiré l'archevêque en disant « c'est dans l'air du temps, si on n'accepte pas aujourd'hui, ça sera demain, ça sera peut-être pire, on ne donnera peut-être plus rien du tout ». J'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que là où moi je vis, c'est-à-dire en Moselle et en Alsace, l'Église n'est pas prête pour l'instant, apparemment, à renoncer, malgré l'évolution considérable de la population. Si vous permettez, je vais faire là encore une parenthèse, qui n'est pas celle de parler pas du Luxembourg, mais du territoire voisin, celui de la Moselle, et des 2 départements alsaciens, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dans ces départements où donc l'on applique ce à quoi le Luxembourg a renoncé. Il y a toujours le concordat, on paye les prêtres, il y a toujours l'enseignement religieux obligatoire à l'école, etc. Eh bien, déjà, il y a un signe très important. C'est que l'enseignement religieux à l'école, les parents peuvent en dispenser leurs enfants. S'ils ne veulent pas que leur enfant suive l'enseignement religieux, ils peuvent le dire. Eh bien, il y a encore 15 ans, il y avait entre 75 et 80% des gamins et gamines qui, à l'école primaire, suivaient l'enseignement religieux. Aujourd'hui, en moyenne sur les 3 départements, avec des différences considérables entre la campagne, la ville, etc. En moyenne sur les 3 départements, il n'y en a plus que 45%. Et ça diminue tous les jours.
Donc il y a bien une évolution de la société importante. Et cette évolution, elle a été, disons, mesurée par un sondage. Alors après, on peut toujours critiquer un sondage, on n'a pas posé les bonnes questions, la question est trop compliquée, ou on peut dire plein de choses sur les sondages. Mais ça me semble quand même non négligeable. Un sondage a été fait en avril 2021 sur l'ensemble de la France et sur les 3 départements d'Alsace et de Moselle. On a demandé aux gens, est-ce que vous êtes pour la suppression du concordat et de tous les textes dont j'ai parlé? Donc arrêtez de payer les curés, les prêtres et les rabbins, et les pasteurs. En France, bien évidemment, lorsqu'on a expliqué que ce qu'on payait aux églises était payé par l'ensemble de la France et donc par l'impôt de tout le monde, et que donc l'impôt payé à Évry servait à payer le curé à Metz ou à Strasbourg, ben là, je sais pas moi, 90% des gens ont dit non, il faut arrêter. Eh bien, contrairement à ce que certains pensaient, une majorité de Mosellans et d'Alsaciens, entre 50 et 60%, ça dépend aussi des domaines, des régions, entre 50 et 60% des Alsaciens et des Mosellans ont dit « il faut arrêter ». Donc il y a bien une évolution de la société, incontestable, ce qui veut dire que pour les associations laïques avec lesquelles je travaille et qui souhaitent cette évolution, eh bien, l'espoir est permis. Même si pour l'instant, du point de vue des politiques, il y a une forte réticence, une peur de changement. Vous disiez tout à l'heure que il y a, avec l'histoire de l'Allemagne, et puis le fait effectivement que les fichiers concernant les religions sont passés d'un pays à l'autre. C'était en quelle année? Parce qu'avec le RGPD, aujourd'hui, c'est totalement impossible, ça. Si mes souvenirs sont bons, j'avais même lu un article dans La Croix là-dessus, c'était au début des années 2010, hein, c'était il y a moins de 10 ans. Donc a priori, avec le RGPD, aujourd'hui, c'est impossible, ça. Oui, sauf à trouver des accommodements avec le ciel. Merci. Cela étant, pour suivre cette démarche-là, aujourd'hui, on en parlait à notre dernière émission de radio, Laïcité Europe, je crois, où on avait évoqué cette question-là. On avait l'exemple justement d'une personne qui a essayé de se faire radier sur les registres baptismaux et un refus complet de l'Église là-dessus. Alors ils mettent un coup de tampon maintenant à renoncer à son baptême, mais un refus de radiation. Et donc au niveau de la CNIL, là on voit que c'est pas tout à fait respecté. Donc là, est-ce qu'on peut avoir un commentaire là-dessus? Ce n'est pas un dossier que j'ai beaucoup travaillé. Je ne sais pas. Effectivement, il y a eu pendant un moment la possibilité, et puis je pense que ça dépendait aussi des paroisses et du curé en place, quoi, celui qui gérait le registre. Hein. Il y a des curés qui ont accepté de prendre un feutre et de rayer. Et puis, je pense effectivement que l'Église a estimé, ça se discute. Ça se discute que on ne peut pas nier le fait qu'il y ait eu un acte. Il y a eu un acte qui a été non voulu par la personne qui a été baptisée, surtout à moins que la personne ait été baptisée en tant qu'adulte. Mais même cela, ça a été voulu par ses parents. Mais il y a eu un acte. Et que cet acte, on ne peut pas le rayer de l'histoire. Je sais que ça peut faire tiquer, mais je reprends les arguments de l'Église. Et que donc tout ce que l'on peut faire, c'est noter que la personne qui a eu un jour ce baptême, cette personne ne veut plus en entendre parler et estime qu'elle elle renonce à tous ses effets et qu'elle renonce donc à faire partie de l'Église catholique. En gros, c'est ça, la position de l'Église. Alors je ne sais pas si la question a été tranchée d'un point de vue juridique, s'il y a eu des procès sur cette question-là, j'avoue que je ne sais pas. Mais ça mériterait éventuellement d'être fait pour savoir ce que dirait la justice dans ce domaine. Je suis d'origine suisse-allemande.
J'ai été élevée dans la religion protestante et mes parents ont divorcé, ils avaient près de 60 ans ou même plus. Et mon père, après, il a eu une colère et puis il est sorti de l'église. Et apparemment, l'église lui en voulait parce qu'il avait une bonne situation. Et au moment où il est décédé, environ peut-être 20 ans après, ma sœur, elle a demandé si on voulait bien lui faire des obsèques. Mais on a bien voulu qu'il paye toute sa vie, mais les obsèques, j'ai trouvé que c'était un peu misérable. Alors je trouve ça moche et je trouve ça triste pour quelqu'un qui était honnête, qui a payé pendant des années. Enfin, moi ça me chiffonne personnellement. Alors, je ne peux pas parler au nom de l'Église protestante de Suisse alémanique, bien évidemment. On peut effectivement trouver ça mesquin, pour utiliser un terme français. C'est mesquin, c'est petit. C'est petit comme attitude. Après tout, quelqu'un a quitté. Les enfants estiment que la personne a quitté une structure, mais qu'elle a vraisemblablement gardé la foi, et que donc il serait bien qu'il y ait quelque chose au temple, et que donc on peut penser que il y aurait pu y avoir eu un effort. Bon, après, je dirais, ils font ce qu'ils veulent dans ce domaine. Hein. Voilà. Mais je n'ai pas d'autre chose à dire que c'est de la petite mesquinerie. Alors, en parlant de petite mesquinerie, et en revenant sur la question de l'Allemagne qu'on évoquait tout à l'heure, on voyait que du coup, il y a des hôpitaux qui sont gérés par les églises. Donc ça veut dire, y a-t-il un refus de soins avéré pour les personnes qui ne payent pas l'impôt à l'église? Et comment on peut accepter ou tolérer par les autorités allemandes qu'il y ait un refus de soins? Je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais enfin disons qu'il y a quand même... on n'est peut-être pas traité exactement de la même manière. Et puis en plus, je reviens sur un autre aspect de la présence, de la force de l'église allemande dans les structures de santé. Ça a un impact considérable aussi sur la possibilité de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. Il est évident que dans les établissements hospitaliers, religieux, catholiques, pour l'essentiel, à ma connaissance, les interruptions n'ont pas lieu. Et cela malgré des tas de demandes, etc., des gens, et que si ce ne sont pas les médecins qui font jouer une clause de conscience, c'est même l'établissement qui estime que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de sauver des gens et de sauver des vies, c'est pas d'en supprimer. Je reprends là le langage de l'Église, hein. C'est pas le mien. Donc on peut, je pense, contester ce fait. Enfin, mais c'est la situation allemande. C'est la situation allemande. Et on sait que une des plus grandes fortunes de l'Allemagne sont les grandes églises des différents machins. L'église, l'évêché de Francfort ou l'évêché de Bavière, etc., sont des institutions qui je ne dirais pas qu'elles croulent sous l'argent, mais enfin qui sont très riches. Ils font plein de choses avec, hein, puisqu'ils gèrent les hôpitaux, ils ont des activités charitables, ils ont plein de trucs que veux, mais ils brassent des sommes considérables. C'est inconnu en France, cela. Inconnu. On a bien des organisations d'inspiration catholique, Caritas ou autres, le Secours catholique, des choses comme ça, qui font des choses, mais c'est modeste, et c'est sans comparaison avec ce qui peut être fait en Allemagne. 7% du salaire d'une grande partie de la population, ça fait des sous. Hein. Je m'interrogeais donc par rapport au Grand-Duc. Il y a eu le Grand-Duc Jean, oui. Voilà, au Luxembourg, qui a fait énormément, socialement parlant, enfin. Et son fils aîné, donc, qui lui a succédé. Moi, j'ai l'impression que l'institution, en tant que telle, elle n'est plus représentée. J'avoue que je ne suis pas
dans ce domaine-là, la vie politique luxembourgeoise. Hein. J'habite pas très loin, c'est vrai. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur Internet dans un journal luxembourgeois parce qu'un tel ou tel sujet m'intéresse. Mais est-ce que le grand-duc de Luxembourg a encore un rôle important? Je dirais qu'il a un rôle surtout de représentation. Il a un rôle de représentation de même manière que le roi de Belge ou que la reine d'Angleterre, dont on fête le jubilé aujourd'hui. Un rôle de représentation. Regardez la reine d'Angleterre. Le discours du trône, qui est prononcé chaque année par le roi ou la reine. Eh bien, depuis maintenant plus de 200 ans, ce discours de trône n'est plus écrit par le roi ou la reine. Il est écrit par le Premier ministre. Et elle lit, là, c'est même pas elle parce qu'elle n'avait pas la force, c'est son fils qui l'a lu, mais donc c'est le chef, le roi ou la reine lit le texte du Premier ministre. Mais en revanche, la reine, le roi, disons, représente un peu l'unité du pays. C'est une image. Et en fait, c'est vrai que c'est autant qu'on puisse suivre les actualités, c'est une personne qui est largement respectée et aimée par les citoyens britanniques. Et qui accepte donc de payer ce qu'on appelle une liste civile, c'est-à-dire une somme considérable pour l'entretien de la monarchie et de ses bâtiments chaque année. Donc les Anglais sont d'accord pour ça. Apparemment les Luxembourgeois aussi. Je ne suis pas certain qu'il y ait de gros mouvements pour la République au Luxembourg. J'en ai pas vraiment entendu parler. Il y a en Belgique un peu plus, surtout lié au fait que la Belgique est séparée entre ces trois communautés linguistiques et que le roi, c'est en fait le roi qui assure d'une certaine façon l'unité de la Belgique, mais comme entre la Flandre, la région francophone et la petite région germanophone, les relations sont quand même parfois très tendues, eh bien peut-être qu'un jour, si ça éclate, eh bien, la royauté disparaîtra avec. Mais au Luxembourg, je sais pas. De temps en temps, le grand-duc sort de son palais et va visiter un pays étranger. Hein. Je sais plus quand était la dernière visite d'État du grand-duc de Luxembourg en France, où il a été reçu par le président de la République. Je ne sais plus si c'était Hollande ou Sarkozy le dernier, mais effectivement, ils vont. Et donc là, on fait toute une cérémonie là, sur l'amitié franco-luxembourgeoise, etc. Mais enfin, le grand-duc est là. Il est accompagné par le Premier ministre et les discussions véritablement politiques sont avec le Premier ministre et pas avec le Grand-Duc. Le Grand-Duc n'a plus de pouvoir politique. Il pourrait éventuellement refuser de signer les lois. Ça n'arrive plus. Quand vous disiez que le Luxembourg donc, était très en avance par nous, les Français, c'était déjà vrai au niveau du prélèvement de l'impôt à la source. Oui. Moi qui ai travaillé quelques années au Luxembourg, voilà, il était prélevé directement sur la fiche de paye. Bien sûr. En France, il a fallu attendre 2019. Bien sûr. Pour qu'il ça n'a pas grand-chose à voir avec la religion. Mais c'est vrai que le Luxembourg a, dans un certain nombre de domaines, pris des décisions bien avant nous. Je voudrais revenir sur la Déclaration des droits de l'homme, et plus précisément sur la Déclaration européenne des droits de l'homme. Je voulais savoir si l'Allemagne l'avait signée, et si oui, la liberté de penser ou de croire n'a-t-elle pas été bafouée dans ce cas-là par l'Allemagne lors de l'obligation de l'impôt? Alors l'Allemagne a signé, je crois que tous les États européens, à ma connaissance, l'ont signé, et que cela fait même partie du paquet obligatoire lorsque l'on adhère à l'Union européenne. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de discussion. En ce qui concerne la coexistence, ou la compatibilité plutôt, entre cette déclaration des droits de l'homme qui affirme effectivement liberté de conscience et liberté d'expression, et l'impôt religieux en Allemagne, les Allemands peuvent répondre que vous pouvez déclarer que vous êtes sans religion et ne pas payer. C'est la même manière que l'argument en Alsace et en Moselle, lorsque, avec bien des amis, nous nous battons depuis des années pour que l'on supprime l'obligation de l'enseignement religieux dans l'école primaire,
qui est inscrite dans le Code de l'éducation. Code d'éducation, article temps, c'est obligatoire, machin. On nous répond, oui, c'est obligatoire, mais vous pouvez vous dispenser, donc c'est pas grave. C'est le même argument. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne, de l'Église catholique. Connaissez-vous le pourcentage de l'Église catholique et l'Église protestante à l'Allemagne? Non, je n'ai pas ces chiffres en tête. Et d'ailleurs, la situation est très différente suivant chaque land. Il est évident qu'à Hambourg ou dans le Brandebourg, tout le long de la mer du Nord et de la Baltique, on a une large majorité de protestants. En Sarre, à côté de chez moi, ou en Bavière, il y a une large majorité de catholiques. C'est comme l'Autriche d'ailleurs, hein, qui est un pays très, très catholique. Donc là, quelle est la statistique globale pour l'ensemble de l'Allemagne? J'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête. Hein. Je ne sais pas si je les ai su un jour, mais du moins je ne les ai pas retenus. Mais je ne sais pas si c'est équivalent exactement. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Enfin, il y a une part importante des deux, c'est sûr. Alors, sur le Luxembourg, du coup, on a eu une belle caricature de Jean Cry tout à l'heure, en ayant 6 religions et la religion Cronenbourg qui n'était pas financée finalement. Comment elles sont financées, les autres cultes? Comment fonctionnent les autres cultes? J'imagine qu'il y en aurait d'autres que les 6 reconnus. Peut-être également avoir un état des lieux des mouvements soit laïques, soit de libres penseurs, soit autres au Luxembourg, pour voir un petit peu quand en est la chose, ou des mouvements datés, pourquoi pas, qui pourraient réclamer également quelques financements ou subsides. Alors, les mouvements d'inspiration laïque au Luxembourg sont pas négligeables. Et ce sont essentiellement, à ma connaissance, la Ligue des droits de l'homme luxembourgeois et la Ligue de l'enseignement luxembourgeoise, qui est née après la Ligue française et donc aussi après la Ligue belge, puisque la première a été la Ligue belge dans les années 1860. Ces mouvements, la Ligue de l'enseignement est très proche et, je veux dire, doit être assez majoritaire dans le principal syndicat enseignant luxembourgeois. Donc c'est une véritable puissance d'une certaine manière et souvent assez proche du Parti socialiste ouvrier luxembourgeois, PSOL. Est-ce qu'il y a des associations d'athées? J'en sais rien. Je vous avoue que je n'ai pas recherché la chose, j'en ai pas à ma connaissance, mais ça peut exister. Est-ce que ces associations ont demandé à être subventionnés, j'allais dire escalité, en tant que mouvement de pensée, comme en Belgique. Pas dans le cadre de cet accord qui a été conclu là, spécifiquement avec les cultes. En revanche, vu le caractère d'associations d'éducation permanente, d'éducation populaire, de la Ligue de l'enseignement, eh bien cette structure bénéficie de la part des autorités luxembourgeoises à différents niveaux de subventionnement, par exemple. Je pense je n'en suis pas certain, mais je pense que la Ligue des droits de l'homme doit bénéficier aussi de quelques subsides. Alors le montant, aucune idée. Mais la Ligue de l'enseignement luxembourgeois est quelque chose d'institution puissante, hein, au vu des bâtiments qu'elle possède, des structures, etc. Elle est relativement puissante. Elle est largement favorable à une laïcisation de l'État. Elle n'était pas tout à fait satisfaite de l'évolution. Elle aurait bien voulu qu'on aille plus loin, bien évidemment, et qu'il n'y ait plus de financement des cultes du tout, mais elle n'a pas été écoutée. Il existe peut-être d'autres structures. Hein. Je ne sais pas s'il existe l'équivalent de la Fédération de libre pensée ou d'autres structures de ce genre. Je ne suis pas certain. Les deux seules que je connaisse, c'est la Ligue des droits de l'homme et la Ligue de l'enseignement. Excusez-moi, je voudrais quand même revenir sur... quand je disais que la langue officielle au Luxembourg, c'était le français, sont tous les textes juridiques
Oui. Je parle de la rédaction même. Au niveau de l'écrit, c'est en français. Ce n'est pas en allemand, c'est même pas en luxembourgeois. Ouais. Mais parce qu'une bonne partie de ces textes, d'abord, déjà en partie, tous les textes qui relevaient des cultes étaient des textes français. Donc on ne les a pas traduits. Et puis, l'État luxembourgeois a également hérité de la période napoléonienne une grande partie du droit français, du Code civil, un certain nombre de choses comme ça, qui bien sûr ont été aménagées suivant les obligations du lieu, mais quand même c'est assez largement le droit français et l'esprit du droit français qui a été dominant au Luxembourg. Et donc, de ce fait, une grande partie des textes sont effectivement en français. Ce n'est que depuis récemment que l'État luxembourgeois a cherché à transposer la majorité des textes importants en luxembourgeois. Ce n'est que récemment. Auparavant, effectivement, la langue juridique était pour l'essentiel le français. Alors, dans les 6 cultes reconnus et financés par le Luxembourg, on a bien compris que les subventions annuelles globales qui sont données sont en fonction du nombre de fidèles, plus ou moins à vue de nez, à la louche. Mais plus précisément, comment on estime le nombre de fidèles et comment ont-ils des critères, les pouvoirs publics, pour pouvoir le faire, ou c'est vraiment du doigt mouillé et des rapports de force qui permettent de le faire? C'est sans doute en grande partie au doigt mouillé, hein, dans ce sens qu'il n'y a pas eu un véritable recensement, à ma connaissance. Mais que cela a fait l'objet de la négociation pour cette convention. Il y a X, on ne sait rien d'ailleurs le nombre exact, mais il y a X églises paroissiales à Luxembourg. La population du village où il y a telle église est de tant d'habitants. Approximativement, d'après ce que l'on peut voir, et les gens qui sont sur le registre de baptême, etc., on a tel pourcentage de la population est plutôt catholique. Et donc, en additionnant tout ça, on arrive à X dizaines de milliers de personnes réputées catholiques. Alors, pour les temples protestants, ça doit être pareil. On a également dû compter les lieux de culte musulmans. Et peut-être qu'il y a eu des sondages, qu'on a regardé combien de gens venaient le vendredi au culte musulman dans la mosquée de tel ou tel endroit. Et puis on a arrondi, on a augmenté, on a fait un blot sur le tout, et on est tombé d'accord avec les représentants des cultes sur un certain niveau, et donc un certain niveau de subvention en conséquence. Alors, je n'ai pas vu dans les textes, mais je pense que dans l'esprit de tous, que ces estimations sont sujettes éventuellement à aménagement s'il y avait des transformations profondes. Si, je sais pas moi, on avait par exemple des phénomènes de conversion massive à une religion, ou au contraire un abandon massif, peut-être que... Enfin, je pense que l'État interviendrait s'il y avait un amendement massif, peut-être, pas sûr. En revanche, s'il y avait une grosse augmentation de la fréquentation des lieux de culte, je crois que les communautés religieuses le demanderaient. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu dans la Convention, moi je m'en souviens plus, d'articles qui prévoient une révision de ces chiffres. Oui, parce que dans cette convention, c'est quand même paradoxal de ne pas avoir de clause de révision annuelle ou pas, parce que au parallèle, on voit qu'il y a un événement qui est pareil, d'autant plus profond, là, de sécularisation profonde de la société de plus en plus, qui bien sûr fait émerger une nouvelle force politique, mais pas que, visiblement. Donc on peut se questionner fortement,
Et si les gens ne se déclarent sans religion, est-ce que les financements vont aller moindre ou pas, ou se déclarent dans de nouvelles structures? Je crois que les pouvoirs publics en France recensent l'existence de plus de 3000 cultes différents. Donc on peut aussi se questionner par rapport à cela. Oui, mais encore une fois, on est dans un système qui n'est pas totalement de séparation en Luxembourg, et que donc il y a un certain nombre de cultes que, comme on appelait en France à l'époque napoléonienne, reconnus, parce qu'ils atteignent une certaine taille. De toute façon, je vais peut-être revenir là-dessus, c'est sur la définition d'un culte, d'une religion. Mais j'ai repris, là j'ai sous la main le texte complet de la Convention, je préfère. Et donc l'article 35, l'avant-dernier article, nous dit que la Convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée, sauf renégociation par les parties signataires. Donc dans 20 ans, on en discute et d'ici là, on paye ça. Point, la ligne terminée. Alors effectivement, la question est importante, et en France aussi, de la définition d'un culte. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, en droit français, le mot religion n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est un objet indéfini, c'est très difficile à définir une religion. Il y a par exemple, en revanche, il y a un culte. Et la définition du culte, elle est publique. Elle a été établie par le Conseil d'État et par le Bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. En effet, et là je reviens à la France donc, la République ne reconnaît aucun culte. Il n'y a pas de reconnaissance d'un culte. Mais il y a quand même une petite reconnaissance. Dans ce sens que la loi de 1905 impose au culte de s'organiser sous la forme d'associations cultuelles locales et qui ont un certain nombre de devoirs. En particulier, dans un lieu de culte, on n'a pas le droit de faire de la politique. On ne pourrait pas faire un meeting pour Emmanuel Macron, Jean-Louis Mélenchon ou Marine Le Pen dans une mosquée ou une église. On n'a pas le droit. Donc il y a des règles très précises de contraintes pour les associations cultuelles. Et puis il y a des droits. Et en particulier, il y a un droit financier non intéressant, c'est que les associations cultuelles qui donc gèrent des lieux de culte sont dispensées de l'impôt foncier, de l'impôt qu'on paye aux communes ou aux regroupements de communes si on possède des bâtiments. Et ça depuis 1905. Or, pour qu'on soit dispensé, il faut être reconnu comme un culte. Sinon, moi, j'arrive et je dis, moi, avec ma femme, ma fille, mon cousin et autres, on forme un petit culte. Là, on adore, je sais pas quoi, moi, par exemple, le bon vin. On est les adorateurs du bon vin. On forme une religion, là, et on veut plus payer l'impôt. Je caricature à l'extrême exprès. Mais à la limite, où est la limite? Qu'est-ce qui est une religion? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Eh bien donc, l'État a donc, par le biais du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'État, défini un culte comme un groupement de personnes reconnaissant un être suprême et lui effectuant des cérémonies et des rituels. Je n'ai plus le texte exact, mais en gros, ça veut dire ça. À partir du moment où des gens estiment qu'il y a une puissance supérieure et que régulièrement, il assure un culte, eh bien, ces gens-là forment un culte. Et cela n'avait pas été admis pour un culte non négligeable en volume en France, les témoins de Jéhovah, qui sont une structure, disons, dérivée un peu du monde protestant. Et que l'on connaît pour un certain nombre d'autres raisons, parce que les pratiques sont parfois contestables, le refus des transfusions sanguines, le refus de choses comme ça. Bon. Eh bien, les témoins de Jéhovah, pendant des années, ont réclamé de pouvoir bénéficier du statut d'association cultuelle prévu par la loi de 1905. Et l'État français a refusé.
considéraient que c'était plus ou moins des dérives sectaires ou autre chose, mais bon, allez, on ne paye pas. On ne veut pas leur accorder l'exonération d'impôts. Eh bien, les témoins de Jéhovah sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui par 2 fois a condamné l'État français pour ne pas avoir reconnu les témoins de Jéhovah comme association cultuelle. Et l'État français a dû rembourser plusieurs millions d'euros d'impôts qui avaient été payés par les témoins de Jéhovah pour les bâtiments de culte. Donc, vous savez, on est vraiment toujours dans le difficile, dans le dur, ou dans le mou, plutôt. C'est dans le dur juridique et dans le mou de définition. Qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce qu'un culte? C'est pas évident à dire. Et pourtant, c'est quelque chose dont on a besoin régulièrement dans la vie publique, de savoir qui fait quoi et quels sont les droits et les devoirs de telle ou telle structure. Et c'est vrai qu'une église évangélique, par exemple, c'est un culte. C'est aussi une association, mais ça n'a quand même pas tout à fait le même aspect qu'une association de pêcheurs à la ligne ou d'amateurs de bon vin. Voilà. D'autant plus qu'on pourrait même se dire qu'un culte polythéiste, alors là, il n'y a pas une divinité, il y en aurait plusieurs. Bien sûr. Alors là, on va peut-être se tourner autour de notre Jean-Cry pour voir où il en est un petit peu et voir un peu plus ses dessins. Alors c'est drôle parce que je me suis posé la même question justement sur l'histoire de qu'est-ce qu'une religion. Et donc je posais un dessin en disant Luxembourg, 6 religions reconnues officiellement. Donc qu'est-ce qu'une religion? Et puis je mettais 3 gus du Ku Klux Klan qui disaient et nous on peut faire la nôtre parce qu'après tout. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Puis un autre dessin. Donc là je reprenais un peu ce que vous disiez sur la baisse des budgets des cultes. Donc Luxembourg 2013 baisse du budget des cultes. Et puis donc c'est pas une Marianne puisqu'au Luxembourg c'est pas une Marianne, mais c'est une dame qui porte le drapeau luxembourgeois et qui se rapproche d'une Marianne qui porte un drapeau français et qui dit on fait comme vous. Et la Marianne qui a ses pieds à la loi 1905 dit presque. Bien sûr. Pas tout à fait, c'est vrai. À propos justement de la définition d'un culte. Des amis à moi s'étaient amusés. Parce que les politiques en Alsace et en Moselle, soutenus parfois par les préfets, estiment, alors c'est le cas par exemple de la présidence de la région Grand Est, c'était le cas à l'époque où il y avait une région Alsace ou une région Lorraine, le département de la Moselle, ou bien telle ou telle grande ville comme Metz ou Strasbourg. Eh bien, les responsables, les maires, les présidents de ces structures, dans le contexte d'Alsace et de Moselle, où il y a donc 3 cultes reconnus, protestants, catholiques et juifs, où là aussi les lois locales qui ne respectent pas la loi de 1905 permettent de subventionner d'autres cultes. Par exemple, à Strasbourg, les 2 mosquées de Strasbourg sont financées à plus de 50% par des fonds publics, alors que ce n'est pas un culte reconnu. C'est une subvention, une association. Et c'est autorisé en Alsace et en Moselle, du fait du droit local. Et donc, dans ce cadre-là, les élus ont favorisé des structures de ce qu'ils appellent le dialogue interreligieux. Puisque les cultes ne sont pas assez grands pour se parler tout seuls, il faut que la puissance publique les rassemble pour qu'ils se causent. Et donc il y a eu, par exemple à Metz, plusieurs réunions qui ont été organisées par la ville de Metz avec la présence du préfet d'ailleurs, qui était tout content d'être là. Et donc étaient invités des représentants catholiques, protestants, orthodoxes, il y a une église orthodoxe à Metz,
et des cultes musulmans présents. Et donc, des amis ont décidé de créer une église du Jedi. Et ils ont déposé les statuts, etc. Voilà. Là, c'est des grands prêtres, bidule et trucs. Et on dit, voilà, on veut t'inviter aussi, nous sommes également un culte. Et ils n'ont jamais réussi à se faire inviter. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'à faire un procès, c'est vrai. Parce que faut de l'argent pour faire un procès, et peut-être que ça en aurait valu la peine, ne serait-ce que pour montrer l'absurdité du système. D'autant plus que c'est pas la même chose si c'est un Jedi ou un Jedi, parce que l'un coup on jette une gousse d'ail et l'autre c'est peut-être les vampires, c'est encore un autre culte. Alors je voulais vous poser une question sur les signes religieux, et je voulais savoir quelle était la position du Luxembourg concernant les signes religieux comme le port du voile ou autre. Très grand libéralisme. Il n'y a pas d'interdiction à ma connaissance. En Belgique, la Belgique a adopté une position similaire à la loi française de 2010, qui interdit la dissimulation du visage. Mais qui n'est pas une loi laïque, puisqu'on peut dissimuler le visage, bien sûr, avec une burqa ou d'autres vêtements de ce genre, mais on peut aussi la dissimuler avec un casque de moto intégral ou avec d'autres choses. Et donc, la loi de 2010 en France recouvre toutes les dissimulations du visage dans l'espace public. Et je crois que la Belgique a adopté une position similaire. Je ne crois pas avoir vu passer quelque chose au Luxembourg dans ce domaine. La situation ne s'est pas vraiment posée. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de cas. Parce que généralement, ce genre de dispositions sont prises lorsque l'on voit fleurir les cas. Je n'ai pas entendu parler non plus de velléité d'autorisation de burkini dans les piscines luxembourgeoises. J'avais une question à poser par rapport aux musulmans, coup, dans le Luxembourg. Comment ça se passe, du coup, pour les cultes, pour les mosquées dans le Luxembourg ? Eh bien, le nombre aussi des mosquées dans le Luxembourg. Alors, le nombre, je n'en sais pas grand-chose. Je veux dire que le Luxembourg est un petit pays, et un petit pays où il y a, il y a 600 000 habitants sur l'ensemble. Il y a une grosse ville qui s'appelle Luxembourg, qui a à peu près presque la moitié de la population du pays. Il y a la partie sud du pays, celle qui touche la France, qui est assez urbanisée. Pas mal de villes, parce que c'est un ancien secteur où l'on faisait de la sidérurgie, on travaillait l'acier. Parce qu'avant d'être un pays des banques, le Luxembourg était un pays des aciéries, un peu comme la Lorraine. Il en est sorti plutôt que la France. Et donc dans ces zones-là, il y a effectivement une population assez mélangée. En revanche, tout le nord du pays, qui est un pays rural, c'est dans la campagne en grande partie. À ma connaissance, il y a peut-être quelques endroits où il y a quelques populations musulmanes. Mais l'essentiel des populations musulmanes, c'est à Luxembourgville et dans le sud. Alors le nombre exact de mosquées, je n'en ai aucune idée. Je vous avoue, ça, j'ai pas de statistiques. Ça doit pouvoir se trouver, mais je ne me suis jamais intéressé à cela. À ma connaissance, ces mosquées ont été payées par les fidèles, quoi. Et je pense que, comme en France, en grande partie aussi avec des financements étrangers, c'est-à-dire aux Turcs, aux Marocains, aux Algériens. Comme on est relativement proche de l'Allemagne, on doit avoir pas mal de présence turque, mais aussi marocain, parce que comme en Moselle, dans les pays sidérurgiques, on avait fait venir massivement dans les mines, encore dans les années 60 et 70, on a encore fait venir massivement des travailleurs marocains pour aller chercher le charbon ou le minerai de fer dans les mines. Hein. Donc il doit y avoir une présence marocaine et une présence turque. Et il y a combien d'églises au Luxembourg ? Je ne sais pas. Et il y a à Luxembourgville, il y a une cathédrale, il y a des abbatiales, il y a des grands bâtiments.
et puis de très nombreuses églises paroissiales. Dans une ville de 300 000 habitants, il y a pas mal d'églises, de quartiers. Oui, il y a des couvents, des abbatiales, des couvents. Mais en termes d'églises type paroissiale, où les gens vont à la messe le dimanche, dans pratiquement chaque petite commune du Luxembourg, il y avait une paroisse. Très franchement, avant de venir ici, je n'ai pas cherché à savoir quel était le nombre de communes luxembourgeoises. Donc je ne peux pas vous dire combien il y a de bâtiments qui abritent un édifice du culte. Je sais pas, je vais dire une bêtise si je vous dis un nombre. Hein. Mais c'était un territoire très massivement catholique. Donc ça veut dire que dans le moindre petit village, même de 400, 500 habitants, il y avait une église, quoi. Il n'y a peut-être plus de curés dedans, hein, parce que c'est comme partout ailleurs, le nombre de prêtres a diminué, il n'y a plus de candidats. Hein. Et au Luxembourg, comme en Alsace et en Moselle, une bonne partie des prêtres qui officient le dimanche viennent du Burkina, du Togo ou d'Asie, hein, des Philippines ou ailleurs. Hein, parce qu'il n'y a plus de vocation locale. Mais alors vous dire combien qu'il y a d'églises, très franchement, je ne m'attendais pas à cette question. Il y a une trentaine d'années, je causais avec des jeunes filles, là où j'habitais, elles étaient témoins de Jéhovah. Et je sympathisais avec elles, comme ça. Et un dimanche, lorsque je passais à côté de leur temple, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont posé la question si je trouvais normal qu'ils payent des impôts sur le don qu'ils avaient lorsqu'il y avait le culte. Alors j'ai signé la pétition parce que je trouvais que c'était pas normal. Je trouvais que c'était incorrect de la part de l'État. Oui, eh bien, je vous dis, hein, la Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné l'État français et cela ne se fait plus. Et on a même remboursé une grande partie des sommes aux témoins de Jéhovah. Mais ça là, depuis, je crois que la dernière décision de la Cour européenne des droits de l'homme doit être de 2011 ou dans ces années, environ 10 ans. Donc pareil, je revenais, quand on parlait de l'Église, j'ai envie de dire, pour connaître beaucoup de communes au Luxembourg, il y a une église dans chaque commune. Oui, bien sûr, mais comme en France. Comme en France, où quasiment chaque commune française avait son église catholique, quasiment toutes, sauf certaines régions très protestantes, peut-être certaines régions des Cévennes, par exemple, où l'on avait essentiellement des temples. Mais disons, dans 90% du territoire français, dans chaque commune, il y avait une ou plusieurs églises. Parce que parfois, il y en avait dans chaque hameau. Est-ce que l'école au Luxembourg, elle est considérée comme laïque, comme en France ? En France, la loi de 1882, qu'on appelle la grande loi de Jules Ferry, a effectivement instauré un enseignement public, laïque, obligatoire et gratuit. Donc le Luxembourg n'a pas connu ça. Le Luxembourg était indépendant depuis 1867, donc quelques années avant ça. Et donc aujourd'hui, l'enseignement au Luxembourg est massivement public. Et comme en Alsace et en Moselle, il y a relativement peu d'enseignement privé. Peu d'enseignement privé, notamment du fait qu'il y avait un enseignement religieux à l'école. Notamment. Et dans les écoles luxembourgeoises, elles fonctionnent grosso modo comme les écoles françaises. L'enseignement est obligatoire, il est gratuit, et depuis 2015, il n'y a plus d'enseignement religieux. Seulement, il n'y a eu aucune loi, comme celle de Jules Ferry, qui a écrit « l'école est laïque ». Mais elle l'est de fait. Moi, je veux savoir si c'est dans toutes les villes qu'il y a des mosquées, des églises et des synagogues. Des synagogues, il y en a très peu. Il y en a très peu, seulement dans quelques grandes villes. Hein. Comme en France, d'ailleurs. Hein. Il y a des endroits, je sais pas, dans la banlieue parisienne, je connais par exemple Sarcelles, qui est une zone où il y a pas mal de juifs qui habitent ou habitaient.
Il y a un certain nombre d'endroits où il y a des synagogues, mais il n'y a pas une synagogue dans toutes les communes de la banlieue parisienne, loin de là. Au Luxembourg, à ma connaissance, il y a essentiellement une petite communauté juive dans la capitale, à Luxembourgville. Il y a peut-être quelques petites synagogues dans la frange sud, peut-être à Esch-sur-Alzette, peut-être à Dudelange, c'est possible, je ne suis pas certain. Mais ça représente peu de choses. Les mosquées ou les lieux de culte musulmans, parce qu'il n'y a pas toujours des constructions avec un minaret de grandes mosquées, hein. C'est parfois des bâtiments que l'on a aménagés pour le culte. Hein, on a ça en France aussi, des hangars qui ont été aménagés en lieu de culte. Hein. On peut le regretter, c'est un autre problème. Mais c'est aussi le problème du culte musulman. Il doit y avoir beaucoup plus de lieux de culte musulmans au Luxembourg que de culte, que de synagogues. Tout à l'heure, je vous ai donné les subventions qui étaient attribuées aux différents cultes. 450 000 euros par an pour les musulmans et 315 000 pour les juifs. Ça vous donne une importance théorique, du moins, de la place, du nombre de musulmans ou de juifs au Luxembourg aujourd'hui, enfin du moins il y a 10 ans. Le Luxembourg a connu une immigration de gens de culture musulmane beaucoup moins importante que la France. Il y en a eu à l'époque de la sidérurgie, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, mais la sidérurgie, au Luxembourg, elle a quasiment arrêté il y a maintenant plus de 20 ans. Et sinon, il y a sans doute, parmi les nouveaux immigrés arrivés dans d'autres secteurs d'activité, secteurs bancaires et autres, il y a des banques moyen-orientales. Il y a des banques du Qatar ou des Émirats qui ont leur siège à Luxembourg. Bon, généralement, les gens qui y travaillent sont généralement musulmans. Hein, donc il y en a. Mais on n'a pas le phénomène. On n'a pas le phénomène qui, en France, provient du fait que la France a été un pays colonial. Et que la France avait des colonies comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, voire des pays subsahariens, pays du sud du Sahara, où les gens sont majoritairement musulmans. Et où beaucoup de ces gens sont venus en France pour toute une série de raisons. D'abord, beaucoup pour travailler jusque dans les années 70, et puis après avec un regroupement familial important. Donc le phénomène est sans commune mesure en volume entre la France et le Luxembourg. L'Allemagne, en revanche, a une population musulmane aussi très importante, parce que l'Allemagne manquait aussi de personnel, manquait de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre allemande, elle n'est pas venue du Maghreb, elle n'est pas venue, si, elle est venue un peu, mais elle n'est pas venue massivement de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Elle est venue de Turquie. Parce que les liens entre l'Allemagne et la Turquie existent depuis le XIXe siècle. Très fort. La Turquie a été souvent l'allié dans les guerres avec l'Allemagne, dans la guerre de 14-18, par exemple, des choses comme ça. Les chemins de fer en Turquie avaient été construits au 19e et début 20e siècle par les Allemands. Il y a eu comme ça une présence turque importante et une présence allemande aussi très importante en Turquie. Et donc des liens qui se sont créés. Et donc une très grande partie des immigrés qui aujourd'hui sont allemands et qui pratiquent la religion musulmane sont plutôt turcs en Allemagne. Alors qu'en France, c'est quand même majoritairement des Maghrébins. Un peu de subsahariens et de plus en plus, et quand même beaucoup moins de Turquie ou du Moyen-Orient. Je voulais dire qu'à Évry, on est très multi-religieux. D'abord, nous avons une synagogue. Elle est petite, il faut le savoir, qu'elle est là où elle est. Moi, je la connais parce que je suis curieuse. Et on a une pagode qui, elle, on la voit quand on est sur la Nationale 7, elle est énorme.
Et on a aussi une mosquée. Oui, qui est connue. Et puis on a une cathédrale qui est connue. Et puis on a beaucoup d'endroits où il y a des réunions de gens protestants. Ouais. Oui, parce que le protestantisme aujourd'hui est devenu divers. Il n'y a plus uniquement les luthériens et les calvinistes. Bon, en France, il y avait majoritairement des calvinistes. En Alsace, il y avait surtout des luthériens. Mais depuis maintenant quelques années, quelques dizaines d'années, aujourd'hui, si l'on rassemblait toutes les structures dites évangéliques, je crois qu'elles sont au moins aussi importantes en nombre, au total, que les calvinistes, quoi. Et donc chacun a aussi sa petite église, c'est sûr. Mais donc c'est vrai qu'à Évry, c'est connu. Donc nationalement, on a entendu parler de la cathédrale, on a entendu parler de la mosquée d'Évry, et ça a toujours posé des questions avec la loi française de subventionnement des cultes. Normalement, en droit français, l'État ou les communes ne devraient pas payer pour la construction d'un lieu de culte. Alors après, le gros débat, il n'y a qu'un mot, il n'y a qu'une lettre de différence. Le gros débat a été sur les endroits qui sont des endroits cultuels pour pratiquer un culte, pour pratiquer une religion, et les endroits culturels où l'on fait de la culture. Et on peut s'intéresser à la culture musulmane. Passionnante, il y a tas de choses à faire en matière de culture musulmane. Ça va de la calligraphie à la poésie, à la musique, à plein de choses qu'on peut faire sur la culture musulmane, ou son histoire tout simplement. Très souvent, les bâtiments récents et un peu importants, on y a associé des endroits pour prier et des endroits pour faire autre chose, pour faire de l'enseignement de l'arabe, pour faire de la culture, etc. Et donc après, on subventionne ça, mais on ne subventionne pas ça. C'est le mur là qui fait la différence entre l'endroit qui est cultuel ou pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Et ça entraîne souvent des discussions interminables. C'est vrai. Mais j'ajoute encore une chose, c'est que même pour des bâtiments dits cultuels, donc pour le culte, la jurisprudence française a quand même évolué depuis pas mal de temps. Et il y a, alors c'est critiqué par beaucoup, mais il y a la possibilité pour les communes de favoriser l'implantation d'un lieu de culte en pratiquant ce qu'on appelle un bail amphithéotique. C'est-à-dire qu'il y a un terrain à construire, et l'on confie ce terrain à une association qui veut construire une mosquée, une église, un lieu de culte quelconque, pour une période très longue, 99 ans, et avec un loyer au ras des pâquerettes. Donc quand on dit, article 2 de la loi de 1905, la République ne subventionne et ne salarie aucun culte, c'est pas tout à fait toujours vrai. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bien, merci Michel Selig pour cette intervention. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'était une grande richesse et on a appris plein de choses. Donc un grand merci. On va faire une pause estivale. On reviendra bien sûr en septembre. On va préparer tout cela et on a déjà quelques belles idées. Mais là, on vous réserve quand même la surprise. Donc on vous dira ça un peu plus tard. Donc merci à Jean Cry pour ces dessins. Merci à notre fidèle équipe Agnès et Sébastien qui sont toujours aux manettes à organiser toutes les émissions. Merci à notre invité Michel Selig. Merci au public aussi, fidèle, nombreux, qui vient régulièrement. Et donc, on en est ravis. Et puis, je vous dis du coup, pour le premier jeudi de septembre, un bon rendez-vous et en tout cas, un bel été en attendant. Merci. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.